Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à ce séminaire doctoral du LASPAT. Je me nomme Abissi Meza, je suis étudiant en Master 2 en énergie renouvelable et efficacité énergétique à l'École polytechnique de Thiès. Et je travaille précisément sur les solutions énergétiques pour l'intégration, une meilleure intégration de la mobilité durable. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre des séminaires que le laboratoire LASPAT organise, le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, affilié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a pour objectif de mener des réflexions sur des problèmes qui minent nos sociétés en vue de trouver des solutions concrètes adaptées à nos réalités à travers la recherche et l'innovation pluridisciplinaire. L'ASPAT que nous avons, l'axe que nous allons aborder ce soir, c'est celui des énergies. L'énergie est aujourd'hui au cœur de toutes les stratégies de développement, mais malheureusement, la production de l'énergie en contribue à la pollution de l'environnement et au réchauffement climatique. Et en ce moment, l'humanité, pour pallier à ces problèmes, se tourne vers les énergies renouvelables. Mais malheureusement, ces énergies également ont une limite, celui de leur intermittence. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de nos pays africains, c'est le soir. À partir de 18 heures, la demande d'électricité augmente fortement et le fournisseur a besoin des sources d'énergie pour produire l'électricité, pour assumer cette demande. Malheureusement, c'est là que le soleil disparaît. Et si nous prenons aussi nos parcs éoliens, la vitesse du vent n'étant pas constante, nous avons aussi ces parcs qui ne sont pas disponibles à tout moment. Donc, face à ces fléaux et face à ces enjeux, une question se pose. Faut-il maintenir le mix énergétique ou bien transiter carrément aux énergies renouvelables? Donc, quelle est la politique énergétique pour soutenir une industrialisation durable de notre pays, le Sénégal? Cette question renvoie aux choix techniques, aussi économiques, mais aussi politiques. Pour éclairer ces enjeux, nous avons l'honneur d'avoir avec nous deux éminents experts dans le domaine des énergies et il s'agit de M. Mohamedou Thiam. Il est enseignant-chercheur, maître de conférence CAMES, chef du département génie électromécanique à l'école polytechnique de Thiès. Il est également expert en efficacité énergétique et en énergie renouvelable. Il est aussi le président du RA3ZE. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur le modérateur. Merci d'avoir répondu à cette invitation malgré votre emploi du temps chargé. Et nous avons également le professeur Kant Hang Tran qui nous vient de la France. Et il est maître de conférence en énergétique, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre au sein de l'UFR CITEC et du laboratoire énergétique, mécanique et électromagnétisme, LEM. Il mène ses travaux de recherche au sein du pôle scientifique et technologie de l'énergie STE dans l'axe thermodynamique et physique du développement durable, où il est responsable de la thématique combustion nouvelle et propre. Il s'intéresse également à la caractérisation expérimentale thermodynamique et thermique des fluides frigorigènes et aussi des matériaux à changement de phase. Bonsoir, professeur Khan. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci aussi pour votre disponibilité d'avoir réservé ce créneau malgré votre emploi du temps chargé pour pouvoir animer ce séminaire aux côtés de M. Thiam. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à nos experts qui vont nous entretenir pendant 45 minutes sur ce sujet important.
Et je suis très persuadé que vu leur expérience, nous aurons les réponses à cette question. Donc, professeur Thiam, nous vous donnons la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et je commence par saluer tout le monde, toute l'assistance, à vos titres en grade. Donc, je vous salue et nous sommes chargés de mener la réflexion sur un thème aussi vaste que d'actualité, le mix énergétique ou transition énergétique. Quelle est la politique énergétique adaptée à une industrialisation durable du Sénégal? Et pour mener à terme cette réflexion, je propose le plan suivant. Je vais commencer par certaines définitions pour qu'on puisse comprendre les terminologies qui sont utilisées dans le domaine énergétique. Ensuite, je vais m'intéresser à la politique énergétique du Sénégal versus, bien sûr, la politique de développement du pays. Et pour répondre à la question, pour venir parler du modèle adapté ou bien qui sera adapté pour le Sénégal. Et comme toute présentation, nous terminerons notre réflexion par une conclusion qui fera que la synthèse de notre présentation. Donc, chers auditeurs, chers internautes, il faudrait savoir que quand nous parlons de mix énergétique, c'est un terme qui, des fois, est très chargé. Donc, le mix énergétique renvoie à une diversification de sources d'énergie. Et là également, il faudrait qu'on ne se confonde pas. Il suffit qu'on puisse avoir plusieurs sources. C'est pas simplement pour la production d'électricité, mais pour autre utilisation. C'est en ce moment-là qu'on parlera de mix énergétique. À côté du terme mix énergétique, nous avons également un terme qui est utilisé et dans la dénomination, l'intitulé de notre thème du jour, on nous parle de mix ou transition. Donc, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'une transition énergétique. Donc, la transition énergétique, c'est le fait de vouloir passer de sources données à des sources qui sont moins carbonées. Donc, qui sont bas carbone ou bien on parle de décarbonation des sources. Et à côté des deux, il y a un trait d'union qui est l'efficacité énergétique, qui permet de pouvoir produire le même service avec moins d'énergie, à travers, bien sûr, des technologies et des managements appropriés. Donc, retenons que quand nous parlons de mix énergétique, ça parle de la diversification des sources d'énergie. Quand nous parlons de transition énergétique, ça renvoie à une décarbonation des sources. Et pour les deux, il y a un trait d'union qu'on appelle l'efficacité énergétique. Donc là, nous présentons un peu un schéma conceptuel qui permet de pouvoir comprendre ou bien capter ce qu'on vient de dire. Donc, le mix peut être un premier pas pour aller vers une transition. Pour faire du mix ou bien pour faire une transition énergétique, il est nécessaire de pouvoir effectuer des mesures d'efficacité énergétique qui permettent de pouvoir réduire la demande. Et quand nous réduisons la demande, forcément et intuitivement, nous décarbonons. Donc, de manière très simple, le mix décrit l'état. La transition va orienter le changement et l'efficacité énergétique permet d'abaisser la demande et d'accélérer les deux, donc le mix et la transition. Il faudrait revenir un peu sur le thème, parce que je crois que le troisième mot-clé, à part le mix et la transition, c'est l'industrialisation durable. Donc, quand nous parlons d'industrialisation durable, il faudrait savoir que c'est une croissance industrielle compétitive qui sera forcément décarbonée, donc ça renvoie à une transition, mais inclusive et qui crée de la valeur, des emplois, tout en réduisant les impacts environnementaux, mais également sanitaires. Si nous prenons le cas spécifique du Sénégal, actuellement, nous avons un coût
d'énergie électrique qui varie, qui évolue selon, bien sûr, les heures de fonctionnement, mais selon également les types d'énergie. Le coût varie entre 111 et 183 francs le kilowattheure. Et là, ça pose un problème de compétitivité par rapport à nos industries comparé à d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, où on peut avoir des coûts moyens à 80 francs. Nous avons un autre problème au niveau du Sénégal, c'est la qualité et la continuité d'alimentation qui impacte la production. Mais tout cela, si nous regagnons ou revoyons un peu les rapports de Sénélec, on voit que notre production est fortement basée aux sources fossiles. Donc, ce qui a un impact environnemental majeur par rapport à nos types de production. Et si nous parlons de durabilité, pour qu'on puisse bien camper les choses, la durabilité, quand on parle de développement durable de manière générale, ça renvoie à 3 aspects. Un aspect social, un aspect environnemental, mais également un aspect économique. Donc, pour qu'on puisse dire que nous sommes dans un processus de développement durable, il faudrait que le modèle que nous définissons soit socialement équitable, économiquement viable, mais également environnementalement vivable. Donc, si ces 3 conditions ne sont pas réunies, on ne pourra pas parler de développement durable. Quand on fait le rapprochement, plus ou moins, avec une industrialisation durable, il faudrait forcément qu'on puisse retrouver de la compétitivité qui renvoie à l'aspect économique. Il faudrait qu'on puisse avoir de l'innovation qui renvoie à l'aspect social et il faudrait qu'on puisse avoir une décarbonation qui renvoie à l'aspect environnemental. Et tout cela nous permettra d'avoir une certaine productivité, d'avoir des coûts et des qualités, mais aussi une certaine fiabilité de nos produits et de nos services. Et pour y arriver, il faudrait une utilisation des énergies propres, il faudrait une association avec le numérique et l'automatisation, mais sans oublier le 3e élément de base qu'on avait défini, une efficacité énergétique. Donc, quand nous abordons maintenant la politique énergétique du Sénégal à l'horizon 2030, elle est basée essentiellement sur des textes. Et parmi les textes, nous allons donner le référentiel actuel, qui est la vision 2050, qui envisage une industrialisation verte et souveraine, mais aussi une énergie compliée de compétitivité avec 3 termes majeurs. Une énergie en quantité et en qualité suffisante et à moindre coût. Donc, c'est les 3 termes clés liés à la vision 50 dans le domaine de l'énergie. La LPDSE, qui est la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie, qui définit la politique énergétique du gouvernement, donc, qui a comme priorité quand même l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, mais également des mesures sectorielles opérationnelles. Nous avons, depuis janvier 2025, le Pacte national pour l'énergie, qui envisage mobiliser presque 6,3 milliards de dollars en US pour atteindre l'accès universel et l'accélération du développement des énergies renouvelables. La contribution déterminée au niveau national 3, qui a été présentée lors de la COP 30, cible l'industrie pour la réduction des énergies et de la décarbonation. Et un objectif chiffré de cette CDN, donc la contribution déterminée nationale, c'est d'atteindre un accès à l'électricité d'ici 2029, atteindre une part des énergies renouvelables à 40% en 2030, mais avoir également une montée en puissance de l'efficacité énergétique dans l'industrie. De manière schématique, on donne là où nous sommes et jusqu'à ce qui est les objectifs qui sont fixés. Et vous voyez en 2024, avec l'avènement du nouveau gouvernement, on a eu la vision 2050. En 2025, on a le pacte national pour l'énergie. Nous avons également la LPDSE. Et à l'horizon 2030, c'est d'atteindre quand même les objectifs qu'on s'est fixés au niveau international et qui sont dans la CDN
3 que nous avons présenté à Valère dernièrement au Brésil. Donc, du point de vue réglementaire, on a la loi 2021-31 qui définit le nouveau code de l'électricité et cette loi quand même définit le cadre législatif par rapport à l'accès à l'électricité. Et parmi les points saillants, il y a l'accès quand même au tiers du réseau et l'autoproduction. Et à côté de cela, nous avons pas mal de décrets, et notamment le décret 2023-286, qui permet de cadrer plus ou moins le terme autoconsommation, quel est le régime de fonctionnement de cette autoconsommation et comment l'autoconsommateur devra se porter. Nous avons également un code gazier depuis 2020, donc la loi 2020, qui définit la cogénération gaz-électricité, mais aussi l'utilisation de cette source-là dans l'industrie. À côté du cadre réglementaire législatif, on a aussi des mesures incitatives. Notamment, nous avons l'exonération de la TVA sur au moins 23 équipements qui entrent dans la production d'énergie renouvelable, donc qui est un arrêté interministériel de référence 010158 du 28 mai 2020. Donc, cela permet de pouvoir exonérer de la TVA les produits qui entrent au Sénégal et les produits qui sont utilisés dans la production d'énergie renouvelable. Et quand nous parlons d'énergie renouvelable, c'est aussi bien l'énergie solaire avec ses deux variantes, le PV et le thermique, c'est aussi bien l'éolienne, c'est également la partie bioénergie. Du point de vue institution, nous avons au Sénégal, au fait, le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, qui chapeaute la politique énergétique du Sénégal. À côté, nous avons des agences, mais des commissions, qui, chacune en ce que le concerne, a une mission à jouer. Je peux commencer par le bureau de mise à niveau des énergies des entreprises qui est lié au ministère de l'Industrie, mais qui appuie les industries pour leur efficacité énergétique. Donc, ça permet d'améliorer leur compétitivité. Nous avons l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie qui définit ou bien qui rend opérationnelle la vision, la politique de l'efficacité énergétique. Nous avons l'Agence nationale pour les énergies renouvelables qui se charge de faire la promotion de l'ensemble des énergies renouvelables sur le territoire sénégalais. Nous avons également la Commission de régulation du secteur de l'énergie actuellement et l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. Donc, retournons sur ce schéma que les ministères définissent la politique, les agences exécutent, mais la Commission de régulation, comme son nom l'indique, régule. Donc, les actions se traduisent la plupart en projets pour les entreprises, mais également en services. Donc, les objectifs chiffrés. En 2024, nous étions quasi à 84% d'accès à l'électricité et c'était réparti en 97% dans les zones urbaines et environ à 55% dans les zones rurales. Donc, la cible, c'est d'atteindre les 100%, comme je l'ai dit tantôt, en 2029. Du point de vue énergie renouvelable, nous sommes actuellement aux environs de 31% de taux de pénétration et l'objectif, c'est d'atteindre les 40% en 2030. Et cela nécessite quand même un lourd investissement de 6,3 milliards de dollars américains avec un investissement privé qui est estimé quand même à 2,3, donc ce qui représente un peu 36% du total. Donc, les mécanismes de financement que nous avons actuellement pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans le secteur industriel, je l'ai dit tantôt, il y a le bureau de mise à niveau des entreprises avec le fonds de mise à niveau qui définit les conditions d'octroi. Cette fois-ci, ce sont des subventions, des primes, des subventions qu'on appelle primes, qui sont données aux entreprises qui s'engagent de manière volontaire dans le processus de mise à niveau. Nous avons le FONGIP, le FONSIS, et nous avons également les PTF, donc les partenaires techniques et financiers, comme la coopération allemande,
comme des fois aussi nous avons l'AFD, nous avons la coopération coréenne et autres. Donc, en fonction des projets, des partenaires peuvent mobiliser des financements quand même et nous aidons à atteindre cet objectif-là. Et ce que j'ai pas dit, peut-être, c'est tout ça est adossé aussi dans un document qu'on appelle le JETP, donc Just Energy Transition Partnership, donc le partenariat pour la transition énergétique juste, qui est dirigé par le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines et qui a une direction dédiée à cette transition-là et qui gère quand même cette JETP. Donc, ce qui a été présenté dans la diapositive précédente est là mis de manière schématique. Donc, ce qui permet de voir que les mécanismes englobent des primes, des garanties, mais aussi un capital patient pour bancabiliser des projets d'énergie renouvelable, mais également d'efficacité énergétique pour les industries. Donc, si nous regardons un peu à côté de la stratégie de l'agenda national de transformation du Sénégal 2050, nous avons la politique de développement qui est la stratégie nationale de développement, qui définit plus ou moins les priorités industrielles du Sénégal. Et selon ce document, quand même, nous avons un secteur industriel qui fait face à plusieurs fragilités structurelles. Et là, j'en ai noté 6. Le premier, c'est la faible transformation locale, avec une exportation des matières premières brutes. Et si vous suivez l'actualité, je crois que pour l'ensemble des sorties du Premier ministre ou du président, il s'intéresse à voir comment nouer des partenariats pour pouvoir transformer localement les matières premières. On a un tissu industriel quand même qui est limité. Nous avons, par exemple, 9 entreprises formelles pour 10 000 habitants quand nous comparons au Maroc ou bien à d'autres pays. Quand même, on remarque que nous n'avons pas un tissu industriel dense. Nous avons un secteur informel qui est dominant de tous les plans. Donc, 97% des entreprises sont informelles, ce qui limite un peu la productivité, mais aussi la collecte fiscale. Le défi de champions nationaux, donc sur les 50 premières entreprises, 39 sont des filiales étrangères et peu orientées vers la transformation locale ou l'exportation à valeur ajoutée. Et un des défis ou des contraintes, des fragilités majeures, c'est le financement qui est un peu contraignant, ou bien même très contraignant, je dirais, avec des crédits bancaires courts, une faible bancarisation, des épargnes insuffisantes, mais également des taux d'intérêt quand même qui sont importants. Un environnement des affaires qui peut être attractif, avec une réglementation pesante, une corruption endémique et une fiscalité qui est non incitative. Donc, et pour résoudre ces problèmes, dans ce même document, on propose de développer des moteurs de croissance et des pôles territoriaux compétitifs. Et à ma connaissance, il y a 8 qui sont définis dans ce même document. De construire quand même un cadre des affaires attractif pour le secteur privé national, mais également étranger. De bâtir un système de recherche et d'innovation dynamique. D'accélérer la révolution numérique, mais aussi de valoriser les ressources locales dans une logique de contenu local, mais de chaîne de valeur intégrée. Et là, à ma connaissance également, tous les projets actuellement qui sont développés, gagnés par n'importe quelle entreprise, l'État impose ce qu'on appelle un contenu local. Et d'ailleurs, il y a un comité national de suivi du contenu local. Donc, ce que propose l'agenda du point de vue industriel, c'est en 2025 de faire le lancement des réformes du climat des affaires. Donc, je crois qu'il y a certains résultats qu'on commence à voir. Il y a l'identification de 3 ou 4 filières prioritaires: l'agroalimentaire, l'agro-industrie, l'énergie, mais également le numérique. En 2026, la mise en place des premiers pôles industriels territoriaux, le développement des mécanismes de financement dédiés, donc fonds souverains, diaspora, bons. En 2027, le renforcement des capacités de formation technique et professionnelle, le déploiement de programmes d'innovation sectorielle. En 2028, l'évaluation et l'ajustement des politiques industrielles,
la montée en puissance des exportations de produits transformés et enfin, en 2029, la veille d'atteindre 2030, une consolidation des acquis et une préparation de la phase suivante, donc la vision 2035. Donc, si nous récapitulons la politique de développement et les priorités industrielles qui sont définies dans la stratégie nationale de développement, on voit qu'il y a l'agro-industrie, les matériaux, la chimie, la pharmaceutique, la métallurgie, les logistiques et toutes ces industries, qu'importe quelle industrie qu'on devra dire, appuyer ou bien même définir des mesures incitatives, il y aura un élément commun, c'est l'énergie. Et il faudrait qu'on puisse assurer un approvisionnement sûr, une qualité des réseaux, mais également un coût du kilowattheure compétitif. Et raison pour laquelle je rappelle que dans ces documents, il dit clairement que l'objectif, c'est d'avoir une énergie en quantité et en qualité suffisante pour au moindre coût. Donc, pour cette compétitivité et pour arriver à cela, il y aura des mesures d'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, l'utilisation du gaz, que ça soit pour la production électrique, mais aussi pour l'utilisation domestique, mais également le stockage de l'énergie. Donc, si nous prenons un peu le poids et la structure de l'industrie au Sénégal, donc, nous voyons que le tissu industriel est largement dominé par l'agroalimentaire. Ensuite, vient le secteur d'extraction et des matériaux, la métallurgie, la chimie et quand même le secteur pharmaceutique. L'autre aspect, c'est qu'on a une forte concentration à Dakar et les profils d'entreprises que nous avons sont majoritairement, nos entreprises sont majoritairement dominées par les petites et moyennes entreprises. Donc, si vous regardez la part de l'industrie, du secteur industriel dans les PIB, ça varie entre 21 et 25%, et du point de vue emploi, c'est de 22 à 23% seulement. Donc, quoi faire, comment faire pour améliorer la compétitivité? Il faudrait qu'on fasse des constats, et parmi les constats, j'ai soulevé tantôt le coût de l'électricité, qui est entre 111 et 183 francs. La dépendance au réseau Sénélec, donc qui pose des fois des problèmes de qualité et la continuité d'alimentation, qui peut impacter la production industrielle. Et pour les mesures d'accélérateur de compétitivité, il y a les mesures d'efficacité énergétique soutenues par certaines structures comme le bureau de mise à niveau, l'autoproduction solaire et de manière générale des énergies renouvelables qui est définie dans le décret 2023-286. Il y a la cogénération, mais aussi les contrats de performance énergétique avec des entreprises de services énergétiques qui permettent d'assurer cela. Donc, du point de vue cartographie maintenant, si nous regardons un peu, nous avons nos industries qui sont différentes. Et le poids quand même de la demande électrique par rapport au coût de production est important. On se retrouve quasi entre 25 et 30%. Donc, ce qui est vraiment significatif. Les technologies qui sont prioritaires et les mesures transversales qui sont visées, c'est quand même le service de management de l'énergie avec la norme ISO 50001. Nous avons l'utilisation des dispositifs plus efficaces, notamment les variateurs de vitesse pour les conditionnements d'air, mais aussi tout ce qui est mécanique des fluides. Les moteurs à haut rendement, les compresseurs plus performants et où on aura moins de fuite, mais également l'autoproduction. Donc, les indications que nous avons à titre indicatif, ça varie selon les sites, mais également selon les profils de charge, mais les retours
les temps de retour sur investissement. Et là, si nous prenons des cas spécifiques comme les cimenteries, où ils sont très, très polluants, quand même, il faudrait qu'on puisse développer certaines mesures, comme l'utilisation du froid, la récupération de la chaleur fatale, développer des systèmes quand même de variation de vitesse et de la cogénération également. Donc, le mix énergétique qu'on retrouve plus ou moins dans le secteur industriel à l'horizon 2035, c'est d'atteindre au moins les 42% dans le secteur industriel, avec l'utilisation du gaz, la cogénération. Et là également, il y a quand même une augmentation de la part de l'hydro et de la biomasse. Parce que si nous regardons la part de la biomasse au niveau du Sénégal, c'est quasi zéro dans la production d'électricité. Donc là, quand même, l'objectif d'ici 2030-2035, c'est d'augmenter cette fourchette. Mais d'allier la production d'énergie renouvelable au système de stockage. Et d'ailleurs, la semaine passée, si je ne m'abuse, le jeudi dernier, le jeudi 21, on a eu l'inauguration ou bien l'extension de la centrale de Bokhol, qui est un peu au nord du Sénégal, avec un système de stockage, et c'est le premier quand même que nous avons dans ce cadre-là. Et les conditions de réussite pour y arriver, il faudrait qu'on puisse renforcer le réseau, parce que quand on produit, l'objectif c'est de pouvoir alimenter des charges. Et des fois, les lieux de production et les lieux de consommation sont très éloignés. Il faudrait avoir des lignes, et les lignes ont des capacités de transit bien données. Donc, il faudrait s'assurer que la vision que le Sénégal a pour renforcer son parc de production, renforcer sa puissance installée, il faudrait que le réseau de transport, mais également de distribution, puisse supporter cela. On veut aller à 40%. Si nous voulons aller à 40% de taux de pénétration avec la fugacité de ces énergies-là, pour avoir une stabilité du réseau, quand même, il faudrait aller vers le développement des systèmes de stockage, ce qui permet l'intégration, par exemple, des systèmes de stockage comme les batteries et autres. Nous avons également au Sénégal et dans la sous-région l'interconnexion avec le West African, qui est le WAP, qui permet de faciliter les échanges d'énergie entre les différents pays. Les tarifs, le cadre tarifaire, il faudra revoir ça pour pouvoir avoir une certaine incitation, mais avoir des projets aussi qui sont viables. Et les objectifs qui sont visés, c'est la réduction du coût moyen du kilowattheure, et on envisage à l'horizon 2050 d'arriver à un coût du kilowattheure de 60 francs le kilowattheure, donc ce qui fera un peu moins qu'un demi, comment dire, que 0,5 centimes. Voilà. Donc, l'objectif, c'est carrément de réduire le coût moyen du kilowattheure, d'accroître la fiabilité, mais également de diminuer l'intensité du carbone. Donc, ça revient à ce qu'on avait dit par rapport à la transition énergétique. Donc, la chronologie et les jalons, nous l'avons évoqué tantôt, mais la première phase 2026-2027, c'est de faire des audits sur au moins 200 sites. Et avec le guichet unique du bureau de mise à niveau et le fonds de mise à niveau, ça permettra de pouvoir accompagner les industriels sénégalais qui s'engagent dans ce processus-là, avec le système de primes, donc de subventions qui est alloué aux entreprises qui suivent le processus jusqu'à réaliser les investissements qui sont dans le plan d'action. Ensuite, la deuxième phase, 2028-2030, c'est d'augmenter la capacité des parcs de production en énergie renouvelable. Donc, d'ajouter au moins 150 MW crête en PV, d'augmenter les projets d'efficacité énergétique et en 2030, de pouvoir atteindre
les 40%, et je l'ai dit tantôt, avec un investissement qui avoisine les 6,3 milliards d'euros. Et enfin, entre 31 et 35, il y a la généralisation quasi du système de management de l'énergie avec la norme ISO 50001. Et là aussi, on a le projet de décret est en cours pour rendre obligatoire quand même, pour rendre obligatoire les audits énergétiques pour les entreprises qui ont une certaine consommation énergétique. Et l'objectif, ça sera de pouvoir réduire au moins à 20% l'intensité énergétique industrielle. Donc, si on associe les deux, réduire la consommation énergétique, réduire le coût du kilowattheure, donc ça permet d'améliorer significativement et de manière durable quand même la compétitivité de nos industries au niveau du Sénégal. Donc, les freins qu'on peut identifier, et le plus gros frein, c'est le frein financier, qui représente presque 80% des problèmes qui sont rencontrés par les industries sénégalaises. Ensuite, un problème organisationnel. Donc, la priorité qui est toujours donnée à la production. Donc, les industriels sénégalais n'ont pas trop la culture de suivre la consommation énergétique pour déceler des anomalies et autres. Et le parc de production également qui est vieux, donc ce qui cause, ce qui impacte fortement les rendements. Mais enfin, le dernier élément, c'est la réglementation. Et tant qu'il n'y a pas de mesures contraignantes, ça ne pourra pas imposer les gens à aller, les industriels à aller dans une politique de maîtrise de leur consommation énergétique, de sobriété énergétique, mais également de durabilité de leurs actions. Les leviers, il faudra utiliser plus ou moins. On a dit tantôt, on a terminé par la réglementation. Donc, pour la réglementation, il faudra rendre les audits énergétiques obligatoires en définissant bien sûr les seuils. Il faudrait définir des normes pour certains équipements, définir des contrats de performance énergétique et développer les modèles d'ESCO, donc d'entreprises de services énergétiques au niveau du Sénégal. Il faudrait un renforcement des capacités, que ce soit des personnels, que ce soit aussi des managers, sur les systèmes de management de l'énergie, les processus de mesurage et de vérification, mais également la labellisation et la formation des fournisseurs et installateurs et définir des guides techniques sectoriels dans les domaines bien ciblés. Il faudra avoir des leviers financiers et de marché. Donc, par exemple, si nous prenons les garanties de fonds JIP, les primes d'investissement accordées par le bureau de mise à niveau, il faut revenir un peu sur les lignes de crédit vert et l'assistance technique. Il faudrait des mesures incitatives, revoir l'écrasement de la puissance de pointe, faire des communications, des sensibilisations et définir quand même des clauses d'efficacité énergétique dans des marchés et des baux avec des contrats de performance bien définis. Et toutes ces actions-là, tous ces leviers que je viens d'évoquer ne seront pas quelque chose de nouvel parce qu'il y a dans certains domaines, dans certains secteurs, il y a quand même des structures qui permettent d'accompagner, mais la majorité des industriels n'y sont pas pour l'instant. Donc, si je présente un peu la maîtrise des risques, opportunités, mais également les recommandations, nous voyons un peu que si nous regardons la probabilité et l'impact que nous avons par rapport à certains aspects, nous voyons que quand on parvient à régler le coût de revient de l'énergie avec des sommes de stockage, l'impact sera élevé et on a une forte probabilité d'y arriver. Et là, ça permettra de créer des emplois verts avec un faible impact
et quand même de réduire l'endettement. Donc, l'impact de la dette sera faible, mais la probabilité aussi ne sera pas trop élevée parce que là, nous avons, comme je l'ai souligné tantôt, des mesures incitatives, mais également des primes qui sont accordées. Donc, en termes de recommandations, il faudrait qu'on parte à une adoption d'un mix pragmatique, donc aller même à une valeur qui peut être supérieure à 40%, d'utiliser le gaz, avec maintenant le gaz to power qui a migré à gaz to énergie et gaz to industrie, avoir une certaine flexibilité, donc pour écraser un peu l'aspect efficacité des énergies renouvelables. Il faut qu'on puisse accélérer l'efficacité énergétique comme un premier carburant, donc les études obligatoires, le management de l'énergie, les contrats de performance énergétique. Il faudrait qu'on puisse renforcer les réseaux d'interconnexion et interconnexion, notamment l'Europe, et anticiper des investissements pour réduire les retards de raccordement et la mobilisation des financements. Donc, les bénéfices attendus sont bien sûr la réduction du coût moins du kilowattheure, la sécurité d'approvisionnement et ça améliorera forcément la compétitivité industrielle, mais aussi la création d'emplois verts. OK. Donc là, pour terminer, donc en conclusion, je dirais que l'efficacité énergétique est le levier le plus rapide et rentable pour renforcer la compétitivité industrielle, donc baisse du kilowattheure et de l'OPEX. Avoir un mix pragmatique, donc un taux de pénétration de 40% couplé à un gage pilotable, ça permettra de sécuriser l'industrialisation en ayant un coût bas, en ayant une certaine fiabilité, mais en réduisant également l'empreinte carbone. Et il faudrait des mécanismes de financement catalytiques avec le tritype BMN, FONGIP, FONSIS, qui permet de catalyser l'investissement privé et la bancabilité des projets. Donc, en somme, c'est la réflexion que j'avais préparée, monsieur le modérateur, pour ce séminaire. Je reste à votre disposition tout en rappelant, voilà, que c'est une réflexion et on est ouvert à toutes vos questions, suggestions, remarques pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Thiam, pour cette brillante présentation riche en informations. Et j'espère que les participants à ce séminaire se sont enrichis et des zones d'ombre se sont aussi éclairées. Et je ne sais pas si M. Khan aura quelque chose, une petite intervention en attendant de faire le résumé de cette partie. Nous avons encore 4 minutes. Le temps est contre nous. Je ne sais pas si vous aurez quelque chose. Oui, merci professeur Thiam pour l'exposé donc réglementaire et législatif de votre travail. Hein. Donc effectivement, l'arsenal réglementaire et législatif sont extrêmement importants dans la croissance et de l'utilisation de tout ce qui est transition et mix énergétique. Hein. On ne peut pas effectivement parler de transition énergétique sans avoir un arsenal réglementaire et des obligations qui pèsent et qui pèseront sur l'industrie. Sachant que effectivement, que ça soit au niveau du Sénégal, mais aussi de la France et de l'Europe, hein, par exemple sur tout ce qui est relatif à l'accord de Paris, il n'y a pas d'obligation. Donc il n'y a que des incitations. Donc c'est pour ça que la législation et la réglementation doivent suivre le mouvement de la transition et participer au mix par justement cet arsenal-là. Et bien évidemment que chaque État, dans sa politique,
doit inclure la question prioritaire de la transition énergétique en soutenant l'investissement. Donc tout ça, ça a été dit, et effectivement, je rejoins. Hein. Donc c'est plus que des commentaires que une question. Voilà, que des questions. Donc je rejoins la conclusion qui a été faite du professeur Thiam concernant le mix énergétique, les investissements et l'obligation réglementaire qui doit être la base du soutien à la transition et l'introduction des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Voilà un peu pour mon intervention. Je vous remercie, monsieur le régulateur, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Dr. Khan, pour cette intervention. Et pour résumer cette belle présentation que monsieur le professeur Thiam vient de nous faire, il a commencé par définir ce que c'est que le mix énergétique, ce que c'est que la transition énergétique et quel est le rôle de chaque phase. Le mix constitue à pouvoir diversifier les sources de production. Ensuite, il a parlé de transition. Parce que pour avoir une transition, il faut passer par un mix énergétique avant d'aller vers la transition qui est la décarbonation. Et parmi eux aussi, il y a cet aspect-là d'efficacité énergétique qui consisterait à minimiser les pertes de consommation d'énergie en utilisant des équipements bien adaptés et avec moins énergivores également. Et il a aussi parlé également des différents mécanismes, les politiques de développement de SND qui constituent une faible transformation locale et des tissus industriels aussi dominés par les étrangers, c'est-à-dire 39% des filiales étrangères qui occupent aussi le marché sénégalais. Et nous avons également, il a aussi parlé des financements de long à large et aussi nos engagements vis-à-vis de l'intégration des énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous sommes à 31% d'intégration d'énergie renouvelable et le Sénégal, dans sa politique, envisage avoir un mix jusqu'à 40% d'ici 2030. Et pour ce faire, il nous faut 6,3 milliards pour y arriver, de dollars pour y arriver. Et après, monsieur Thiam, le professeur Thiam nous a parlé aussi des priorités dans le secteur de l'industrie, qui est principalement l'agro-industrie. Il nous a aussi donné les solutions pour pouvoir développer aussi l'agro-industrie, qui constitue à chercher des mécanismes pour diminuer le coût de l'électricité et aussi de chercher des mécanismes pour ne pas dépendre de la production de l'électricité nationale. Et pour ce faire, il faudra avoir une politique d'efficacité énergétique très, très soutenue et aussi également soutenir l'initiative privée, les investissements privés, l'autoproduction dans le domaine des énergies. Et le professeur nous a aussi parlé des freins que nous avons en ce qui concerne l'infrastructure, le réseau électrique, puisque lorsque nous développons nos sources de production, il faudrait aussi assurer une infrastructure pour pouvoir transporter l'énergie et aussi pour une meilleure efficacité. Et il nous a briefé sur notre feuille de route la feuille de route du Sénégal qui est d'accompagner le secteur privé et aussi de soutenir, de faire un outil énergétique
après tout, évaluer les performances d'ici 2031 qui seront, dont l'indicateur sera d'avoir une baisse de 20% de la consommation énergétique. Enfin, il a parlé des freins, ce qui limite le développement dans le secteur des énergies, le financement et l'organisation, c'est-à-dire le suivi pragmatique de nos consommations par les industriels, aussi les techniques. Il nous a parlé sur le plan technique, un parc vétuste qu'il faudrait aussi aménager, aussi les réglementations. Il est revenu sur les solutions qui constitue à faire un outil qui est obligatoire et après aussi avoir les financements, chercher les financements qui vont accompagner. Également, le professeur Thiam pour conclure, nous a donné des solutions. Il faudrait avoir un mix pragmatique vraiment et avoir miser sur l'efficacité énergétique et aussi avoir une législation qui est adaptée pour une transition énergétique. Donc, nous remercions l'intervention de M. Thiam. Je m'en vais donner la parole à M. Khan pour une brève présentation qu'il a préparée. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole. Et en effet, ma présentation sera plus bref, et je vais commencer ma présentation par développer donc un axe de recherche et de développement qui est basé sur le potentiel des bioressources et notamment sur le potentiel des biogaz dans l'objectif du mix énergétique et d'une transition énergétique. Donc je suis le docteur Tran Kanung, maître de conférence au laboratoire énergie mécanique et électromagnétique de l'université Paris-Nanterre en France. J'ai le plaisir cette semaine d'avoir été invité à l'école polytechnique de Thiès dans le cadre d'un projet européen de mobilité Erasmus+, qui est, je l'espère, la première brique à non-collaboration entre la France et le Sénégal. Donc, l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est de faire un focus, donc vraiment voilà, développer l'axe du potentiel de biogaz dans le mix et la transition énergétique qui s'appuie sur voilà un aspect des énergies renouvelables, mais qui a fort potentiel. Donc, en s'appuyant sur les sources de l'IAE, sur International Energy Agency, une version revisitée, revue en mai 2025, qui est donc une revue qui s'appelle Outlook for Biogas and Biomethane and Global Geospatial Assessment, nous apprend que effectivement les biogaz sont une ressource qui est largement sous-utilisée. Actuellement, nous n'utilisons qu'une très faible portion du potentiel des biogaz. Ensuite, le prix élevé du gaz naturel renforce également l'intérêt pour le potentiel des biogaz, notamment le prix du gaz naturel a connu un pic lors de 2022. Et évidemment, cela participe à la croissance et l'intérêt sur l'utilisation des biogaz. La production mondiale combinée alors à la fois du biogaz et du biométhane atteint près de 50 milliards de mètres cubes équivalent gaz naturel en 2023, ce qui est une belle croissance, mais encore assez marginale par rapport au mix énergétique.
La consommation donc de biogaz a connu une hausse constante durant les dernières années. Et donc, excusez-moi, voilà. Et donc représente, comme je vous ai dit tout à l'heure, seulement 3% de la production totale des bioénergies, ce qui est encore relativement faible. Si on considère cette fois-ci le biométhane, elle ne représente que 0,2% de la production. Donc, effectivement, il y a encore de la place. Et concernant la filière biométhane, on voit ces dernières années une augmentation accrue puisque chaque année, il y a 20% d'augmentation de la production de biométhane, ce qui marque une accélération de cette filière-là. Ensuite, on a parlé effectivement du cadre euh, législatif et réglementaire qui est un cadre qui qui doit soutenir les énergies renouvelables et sans quoi on pourrait pas atteindre les objectifs communs qui ont été fixés lors de l'accord de Paris. Et donc, au niveau de la filière biogaz et biométhane, il y a des obligations réglementaires et des incitations financières en faveur des producteurs de biogaz et de biométhane qui commencent à être mises en place et donc qui favorisent l'introduction du mix énergétique des biogaz et des biométhanes, ce qui est une bonne chose. Les deux derniers points, c'est par rapport aux biodigesteurs et à la mise en place et au développement des biodigesteurs comme une solution qui est viable afin d'améliorer la combustion et notamment dans le résidentiel, dans les pays où l'économie est émergente et en développement. Cette partie-là, notamment, concerne la cuisson. Donc, l'installation des biodigesteurs pour obtenir du biogaz euh, permet justement une transition aussi vers des cuissons plus durables et plus décarbonées. Et enfin, les biogaz, selon l'IAE, est bien évidemment une ressource locale et va permettre de renforcer la sécurité énergétique du pays, puisque par sa nature locale, euh, elle permet de ne pas dépendre d'un autre pays. Et donc, à la fois, elle contribue à la sécurité énergétique, mais à la flexibilité des systèmes électriques. Lors des pics de demande qui ne correspondent pas forcément aux pics de production des énergies renouvelables, on peut tout à fait utiliser le biogaz comme une source ponctuelle et l'intégrer dans les solutions de flexibilité. Outre ces aspects-là, il y a également des co-bénéfices à l'utilisation de biogaz, notamment l'usage de biogaz permet une sécurisation de l'approvisionnement d'un côté, mais également la gestion des déchets qui et également ce qu'on appelle des co-bénéfices. Donc il ne faut pas les négliger, il faut au contraire les inclure dans la réflexion globale. Je vais vous présenter sur ces deux graphiques l'évolution de la production mondiale du biogaz afin justement de d'étayer les propos qui ont été cités précédemment. Par rapport au potentiel du biogaz qui est sous-utilisé. Effectivement, selon la même source, la production de biogaz pourrait atteindre plus de 1000 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, soit en fait 25%, donc un quart de la consommation mondiale actuelle de gaz fossile, ce qui est réellement non négligeable. Donc si on regarde
la production de biogaz par type d'usage, qui correspond donc au graphique de gauche, on constate que il y a déjà une croissance assez extraordinaire de l'utilisation du biogaz, notamment dans sa majorité pour produire de l'énergie électrique et sous forme de chaleur. Quasiment plus de 50%, et à destination de la production d'électricité et de chaleur. Ensuite, vous avez une utilisation dans le résidentiel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première consommation serait au niveau de la transition vers des cuissons propres et qui permettrait également une mortalité moins importante du fait de l'intoxication par le CO, le monoxyde de carbone. Vous avez par la suite l'industrie et il y a aussi la conversion du biométhane qui prend une part de plus en plus importante dans la production du biogaz. Donc une partie du biogaz est épurée afin de produire du biométhane. Donc cette filière-là est émergente et a une croissance de 20% chaque année. Si on considère la production de biogaz par région, on constate que l'Europe est le premier producteur de biogaz au monde. Et l'Allemagne est le pays qui produit le plus de biogaz. S'ensuit la Chine, les États-Unis et l'Inde. Et enfin, le reste du monde est également en pleine croissance sur ces questions de production de biogaz. La filière de valorisation du biogaz, des bioressources en biogaz, est représentée sur le schéma de gauche, où on peut avoir un overview de l'ensemble des dispositifs qui permet de valoriser les bioressources. Donc, quand on parle de bioressources, selon l'IAE, l'étude qui a été menée repose sur 30 bioressources qui sont réparties entre les résidus agricoles, les biodéchets et les déchets forestiers. Donc tout ce qui est cellulo-lignique. On utilise tout ce qui est donc biodéchets d'origine animale, donc les fumiers notamment, les biodéchets et également les eaux usagées dans des méthaniseurs qui utilisent la digestion anaérobique sans oxygène afin de décomposer les différentes bioressources en gaz. Et ces gaz-là constituent le biogaz, qui est constitué majoritairement de méthane et de CO2 à différentes proportions selon les intrants utilisés. Une étape de filtration nous permet notamment de séparer le biométhane, donc CH4, du CO2, et on filtre également tout ce qui est hydrogène sulfuré. Une autre filière, c'est la gazification, donc la filière qui permet d'obtenir du gaz synthétique à partir des déchets forestiers. Et donc, on obtient un gaz synthétique, le syngaz, composé d'hydrogène et de CO, et une étape de méthanation nous permet, grâce au CO2, de la filière de la méthanisation, d'utiliser le CO2 et l'hydrogène afin de produire également du biométhane. Et enfin, la dernière filière utilise le coproduit, qui sont les digestats pour créer des fertilisants. Enfin, on peut également s'intéresser à l'utilisation du biogaz par secteur.
et par région hein, au niveau mondial. Donc, comme le confirme le graphique hein, que vous voyez, l'Europe hein, est le principal utilisateur hein, de biogaz puisque elle-même produit de façon majoritaire le biogaz. S'ensuit la Chine, les États-Unis et l'Inde. Et on voit que la majeure partie d'utilisation du biogaz permet de produire de façon combinée l'électricité et la chaleur. Ensuite vient le résidentiel, l'industrie et le secteur du transport. Donc environ 80% de la production de biogaz est utilisée directement. Cependant, hein, on a de plus en plus du part du biogaz qui est raffiné en biométhane. Il y a environ 40 millions de biodigesteurs individuels de par le monde, hein, notamment en Chine, le Brésil, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et une partie de l'Afrique. Et le reste est transformé en biométhane. Donc, il y a un engouement. Hein. Cependant, sur les dernières années, il y a quand même un constat qui a été fait que il y a une décroissance de l'installation des biodigesteurs, notamment en Chine, du fait de certaines contraintes liées à son usage. Puisque manque de compétences, manque effectivement de services après-vente, hein, de tout ce qui est opération de maintenance. D'une part, d'autre part, c'est l'urbanisation qui fait que on a aussi un mouvement d'urbanisation vers les campagnes hein, qui se fait. Et enfin, les réseaux des gaz de gaz naturel hein, concurrencent également l'installation des biodigesteurs. Là, cette présentation s'intéresse aussi et à la comparaison des bioressources par voilà par région. Et donc, je vous affiche ici, selon la même source, les densités de bioressources de l'Union européenne et de l'Afrique. Donc, on peut voir notamment que la demande en biogaz en 2023 est importante, d'une part en Union européenne et encore assez, disons, marginale sur le continent africain. 15 BCME, à savoir des milliards de cubes de mètres cubes de méthane, donc c'est une équivalence, hein, correspond à la demande en Europe. Et 4 BCME correspond à la demande de biométhane en 2023, également dans l'Union européenne. Donc, c'est une donnée importante. Et la deuxième donnée importante, c'est le potentiel de biogaz hein, disponible actuellement en Union européenne et en Afrique. Et on voit effectivement que le potentiel de l'Union européenne est de 51 BCME, alors que en Afrique, il y a 120 BCME estimés. Donc, on a quand même un facteur de 2,5 hein, du potentiel de biogaz et une utilisation encore sous-évaluée, par exemple en Afrique. Et donc, il y a voilà, un réel potentiel à l'utilisation hein, de ce potentiel sur le continent africain. Donc, de la même façon, on compare les prix, hein, le coût que pourrait engendrer le gigajoule de biométhane produit, qui correspond pour l'Union européenne à 22 dollars US et 24 dollars US pour le continent africain. Donc, effectivement, c'est plus cher, mais ça s'explique notamment par le fait que les infrastructures ne sont pas encore présentes ou encore en développement. Donc,
c'est un paramètre à considérer dans le développement du potentiel de production des biogaz. La dernière information qui est également présente, c'est que 60% du potentiel du biogaz serait disponible et sur un périmètre inférieur à 20 km des systèmes de transport par pipeline de biogaz. Donc, ça veut dire que les infrastructures sont présentes et facilitent le transport du biogaz des sources, c'est-à-dire des mines ou de la localisation de la bioressource. Seulement 10% des ressources en biogaz sont disponibles sur une superficie inférieure à 20 km. Donc ça veut dire que, encore une fois, il y a également l'infrastructure à considérer dans le potentiel développement des bioénergies. Ce qui a été effectivement rappelé tout à l'heure lors de la présentation du professeur Thiam. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Il y a encore un peu de temps. Le temps est épuisé. Le temps est épuisé. Donc Oui. voilà, bon, je vais juste présenter rapidement cette slide-là. Il m'en reste peut-être deux à présenter. Et, voilà. Et ensuite, je laisserai la parole. Donc voilà, je voulais quand même faire un focus sur l'Afrique. On a fait le focus sur le monde. C'est après une comparaison entre l'Union européenne et l'Afrique, mais en Afrique, le potentiel de biogaz par pays nous montre bien qu'il y a donc déjà un mouvement important de certains pays d'Afrique, notamment au Nigeria, en Afrique du Sud et en Éthiopie, qui constituent voilà déjà des potentiels exploités de biogaz conséquents. Il y a aussi la répartition effectivement des bioressources qui viennent principalement des résidus de culture, du fumier et des biodéchets, ainsi que des résidus forestiers. Pour le Sénégal, il y a un plan national en faveur des bioénergies qui fixe effectivement le cap et les objectifs. Donc, par exemple, l'un des objectifs étant d'avoir 58% d'énergie propre pour la cuisson à horizon 2030. C'est l'un des objectifs qui est contenu dans ce plan-là. Il y en a d'autres également. Alors, de façon très, disons, opérationnelle et à notre niveau, on a donc un projet un projet Erasmus+, qui concerne effectivement cette thématique du potentiel du biogaz en Afrique et notamment au Sénégal. Et donc on a créé ce projet entre l'Université Paris-Nanterre et l'École Polytechnique de Thiès pour traiter de cette question et d'évaluer le potentiel et la chaîne de valeur entre la production et la valorisation énergétique des bioressources entre le Sénégal et la France. Donc à la fois en termes de performance énergétique et de bilan carbone. Donc il y a bien évidemment des sujets tels que sur la disponibilité et la caractérisation des énergies des combustibles, mais également il y a un sujet sur la cartographie de la disponibilité et caractérisation des biomatériaux du Sénégal. Donc voilà, je voulais finir sur un projet vraiment concret pour illustrer le potentiel du biogaz et que
voilà, tout est en cours et on soutient bien évidemment tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Khan, pour cette présentation riche en informations. Et particulièrement, moi, j'ai été épaté de l'essentiel, c'est-à-dire de l'importance que vous accordez au biogaz. Aujourd'hui, l'Afrique, comme vous l'avez présenté, a un potentiel énorme de biogaz qu'on peut exploiter. Et en produisant du biogaz, ça nous permettra aussi d'atteindre nos objectifs en termes d'énergie propre et aussi de pouvoir minimiser nos déchets parce que c'est la revalorisation des déchets qui permettra d'avoir le biogaz qui sera utilisé pour la cuisson ou bien pour l'électricité pour à des fins économiques. Ça permettra aussi d'avoir une économie en termes énergétiques. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et avant de donner la parole aux participants, permettez-moi j'ai quelques inquiétudes. Bon, ce sont pas des inquiétudes, ce sont des zones d'ombre. Et par rapport je vais poser une question à Monsieur Thiam. Je sais pas, j'ai quelques inquiétudes. Avec la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal et l'expression gaz to power, quels sont les mécanismes pour atteindre 40% du mix énergétique d'ici 2030 pour respecter nos engagements sur le plan international? Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, là, le mécanisme, c'est l'utilisation du gaz pour produire de l'électricité. Donc, quand on parle de transition, c'est d'aller vers des sources beaucoup plus décarbonées. Donc, actuellement, la majorité de nos centrales fonctionnent avec le fioul et le gaz a un pouvoir d'émission, un facteur d'émission beaucoup plus faible. Et pour pouvoir atteindre nos objectifs, je l'ai dit tantôt, l'objectif d'ici 2027, c'est de rajouter 150 mégawatts crête d'énergie renouvelable. Mais au-delà de ça, on augmente aussi les capacités de production. Parce que si nous voulons respecter nos engagements internationaux à travers notre CDN, mais aussi assurer les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement, il faudrait de l'industrie et de l'industrie ne pourra fonctionner sans source d'énergie. Donc, le pétrole découvert sera utilisé pour alimenter certaines centrales et pour la consommation des véhicules et autres. Le gaz sera utilisé pour faire fonctionner la plupart de nos centrales avec le projet Gas to Power. Une autre partie de ce gaz sera utilisée pour la consommation locale, dans le domestique et au niveau industriel. Et enfin, à côté de l'utilisation de ce gaz-là, il y aura le développement des énergies renouvelables. Et quand je parle d'énergie renouvelable, c'est pas simplement le PV, parce qu'à côté, il y a le développement de l'hydroélectricité. Je peux citer par exemple Samangalou, qui est en train d'évoluer dans le bon sens. Donc, on développe également les autres types d'énergie à côté à côté du PV et à côté de l'éolien. Donc, l'hydroélectricité sera renforcée également. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, professeur, merci beaucoup pour cette réponse. Et je m'en vais m'adresser au professeur Khan. Vous êtes spécialiste en thermodynamique et physique du développement durable et responsable de la thématique combustion nouvelle et propre. Aujourd'hui, le Sénégal dispose du pétrole et du gaz qui seront probablement utilisés pour la production de l'électricité et la plupart du temps, c'est la combustion. Quels sont les mécanismes pour pouvoir diminuer l'impact de la production de l'électricité sur l'environnement? Merci de votre question. Alors effectivement, il y a donc plusieurs voies
possible à la décarbonisation, hein, et à la sortie progressive des énergies fossiles. Notamment, effectivement, l'utilisation de pétrole et de fioul sont voilà, responsables du réchauffement climatique en partie. Donc, il faut d'une part essayer de sortir le plus rapidement des énergies fossiles, sans toutefois bannir leur utilisation quand celui-ci n'est pas possible. Mais il faut bien évidemment essayer d'introduire le plus de mix énergétique possible, notamment voilà l'utilisation, comme je l'ai dit, de biogaz pour remplacer au fur et à mesure l'utilisation de gaz naturel, hein, issus des énergies fossiles. Mais également, il faut introduire de plus en plus de mix énergétique dans l'utilisation de nos carburants dans le secteur du transport. Donc, le transport représente l'un des secteurs les plus importants dans l'émission des gaz à effet de serre. Donc, il faut bien évidemment continuer la décarbonisation de ce secteur, mais il ne faut en aucun cas remplacer un mot par un autre. À savoir, donc je m'explique, que l'utilisation le remplacement des machines thermiques par des moteurs électriques n'est pas une solution viable sur le long terme. On l'a constaté également lors de l'utilisation des machines thermiques et du pétrole, hein, que la massification de cette utilisation, hein, et le fait effectivement d'utiliser seulement une ressource énergétique, et au bout d'un moment, vous avez les bénéfices qui vont s'inverser. C'est-à-dire que cette massification va créer plus de problèmes qu'elle n'engendre de bénéfices. Et donc, effectivement, si on reproduit le même mécanisme au niveau de la massification de l'utilisation seulement d'une source qui est l'électricité, nous aurons les mêmes effets. Donc, c'est pour ça, hein, que on a à disposition un certain nombre de ressources. Et il faut les monitorer. Il faut avoir une gestion à long terme de toutes ces ressources-là. Et comment on les monitore? On les monitore grâce effectivement à l'usage, en réfléchissant à l'usage. Donc, on va bien évidemment poser des éoliennes là où il y a du vent. Ça paraît logique quand je dis ça, mais pas tant que ça, de par certaines politiques. L'utilisation également du solaire dans des régions effectivement où c'est pertinent de les poser, et on a quand même une panoplie, hein, de ressources et d'usages. Donc il faut maintenant essayer de répondre avec une réflexion globale qui englobe également l'usage de nos énergies. Donc cette réflexion ne peut pas se faire sans considérer les usages, les infrastructures et les ressources. Donc effectivement, c'est une réflexion réellement globale que l'on doit mener, et c'est pour ça que les COP et le fait de se réunir dans dans des organisations telles que l'organisation nationale qui est l'ONU, hein, est extrêmement important, puisque on change d'échelle. Et effectivement, et puis je le constate, hein, c'est que certains pays comme économiquement développés, eh pour décarboner leur parc, hein, ils déplacent le problème dans d'autres régions du monde. On ne fait que déplacer le problème. Donc, si on n'a pas une réflexion
global, on ne fera que déplacer le problème. Et donc, voilà, le partage de ma réflexion que je fais avec vous, c'est d'allier voilà, les technologies qu'on dispose, les usages également qu'il faut qu'on considère et que globalement on réfléchit à ne pas déplacer le problème, mais effectivement avoir un impact global. Merci beaucoup, monsieur le professeur Khan, pour votre réponse. Et je m'en vais donner la parole aux participants pour leur intervention. Vous vous présentez brièvement et vous posez la question assez concise pour aussi réduire le temps. Donc, ceux qui voudront prendre la parole pour poser leurs questions, vos questions sont les bienvenues. Également, vous pouvez écrire dans le chat, on pourrait les relayer là-bas. Oui, j'ai une question de Madame Mariam Sawan qui voudrait savoir, elle voudrait savoir quel plan d'action proposer pour l'exploitation de ces ressources. Bon, je ne sais pas de quelles ressources elle veut parler, je pense que c'est des ressources d'énergie renouvelable, probablement. Donc, je ne sais pas qui veut intervenir. M. Thiam. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, et merci beaucoup à madame Mariam Sawan Dabo pour cette question. Donc là, pour l'exploitation de ces ressources de manière générale, il y a plusieurs aspects qu'il faudra prendre en compte. Il y a les aspects techniques, il y a les aspects réglementaires, mais aussi il y a les aspects d'acceptabilité sociétale qu'on oublie des fois dans nos projets. Quand je parlais tantôt de cadre réglementaire et législatif, il y a des lois, il y a des décrets, mais il faudrait aller maintenant ainsi expliquer aux populations ce qu'on peut gagner, quels sont les avantages et autres. Il faudrait également, pour les mesures incitatives, beaucoup plus communiquer pour informer les gens afin d'assurer l'aspect appropriation de ces textes-là. Et quand je parle d'acceptabilité sociétale, si nous prenons le cas des bioénergies, des fois, nous avons certaines barrières qui ne sont pas encore levées. Donc, il faudrait lever ces barrières par une sensibilisation, par des démonstrations, par plusieurs aspects. Et enfin, pour ma part, il faudrait, pour développer ces ressources-là et bien les exploiter, il faut une bonne formation, il faut avoir des ressources humaines bien formées qui pourront assurer toute la chaîne de valeur. Et malheureusement, tel n'est pas le cas. Si je prends le cas des énergies renouvelables actuellement qui sont exploitées, notamment le solaire photovoltaïque, les acteurs qui sont dans le secteur, plus de 80% de ces acteurs-là sont issus des formations informelles, donc sur le tas, ou bien ce sont des anciens électriciens. Donc, ce qui limite son développement et ce qui décourage certains qui ont eu à investir et voir qu'ils n'ont pas le résultat escompté. Donc, en somme, pour pouvoir développer, exploiter correctement ces énergies, il faudrait de bons cadres législatifs et réglementaires, quand même on en a. Il faudrait, pour certains, résoudre le problème de barrières sociétales. Il faudrait avoir des mécanismes de financement bien décrits et qui sont partagés par tous. Et il faudrait avoir une bonne formation des ressources humaines pour une bonne appréciation de cette technologie. Merci, monsieur le modérateur, et j'espère avoir donné des éléments de réponse à sa question. Merci beaucoup, professeur Thiam, pour cette réponse, pour votre réponse. Et il y a également monsieur Hassan Bengue qui voudrait savoir, il dit qu'il aimerait savoir si notre réflexion sur la pertinence de la flexibilité du réseau électrique. Donc, je ne sais pas
si la question est claire, donc je sais pas. Et la flexibilité sur la pertinence sur la flexibilité du réseau électrique. Ok, merci beaucoup et merci également à M. Menga pour cette question. Il faudra savoir qu'avec l'ouverture du réseau qui est énoncée dans la loi 2021-31 et décrit aussi dans le décret 2023-286, le tiers a accès au réseau. Et moi, en tant que consommateur, je deviens acteur et dans la littérature, vous verrez qu'on parle de consomme-acteur. Donc, dès l'instant que le consommateur devient acteur, il y a un changement de paradigme. Et quand il y a un changement de paradigme, forcément, il faudrait que les réseaux soient flexibles pour pouvoir prendre en compte ces énergies intermittentes qui viennent, donc où le gestionnaire du réseau autant n'avait qu'un seul flux d'énergie. Actuellement, il a un flux bidirectionnel qu'il devra pouvoir gérer. Et malheureusement, il n'a pas aussi une bonne maîtrise de la planification de ces productions-là. Donc, en ça, il faudrait carrément que le réseau soit vraiment flexible avec des outils qui sont intelligents, qui puissent accompagner et assurer cette continuité de services dont, qui est une des missions principales du gestionnaire des réseaux de manière globale. Merci. Je ne sais pas si le professeur a d'autres éléments. C'est non, mais effectivement, là, moi, je prends le cas de la France. Hein, effectivement, la flexibilité des réseaux, c'est une question qui est quand même extrêmement importante. Hein. Ça pose aussi la question du stockage de l'énergie. Effectivement, l'intermittence des énergies de flux comme le solaire ou l'éolienne nécessite de les stocker et ensuite de les reverser dans le réseau à des moments bien précis. Alors le monitoring d'Enedis, donc c'est l'acteur, l'agence qui qui gère ces questions-là. Bah, c'est une question assez prioritaire pour eux. Donc, ils ont déployé ce qu'ils appellent le Linky. Ce sont des boîtiers connectés qui permet justement donc c'est des compteurs électriques qui sont connectés, qui permettent justement d'avoir la donnée de consommation en temps réel. Et cette donnée-là, elle est bien évidemment envoyée au producteur EDF pour pouvoir monitorer de façon intelligente et de faire en sorte de lisser les pics et d'avoir une partie de stockage. Mais cette question de stockage reste encore assez, disons, problématique en France également. Donc voilà, donc il y a bien évidemment, dès lors qu'on parle d'introduction d'énergie renouvelable dans le réseau, cette question de stockage et de monitoring. Et merci beaucoup, professeur Khan, pour cette intervention. Et nous voyons Monsieur Amadou, si c'est ça qui a levé la main, nous allons accorder l'opportunité de poser sa question. Docteur Sall, Merci. vous avez la parole. Merci. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Très bien, parfait. Parfait, merci. Donc, docteur Amadou Séressal, donc je suis le directeur scientifique au LASPAD en charge de l'axe politique technologique et souveraineté dans lequel s'inscrit ce séminaire. Donc déjà, je me permets au nom du LASPAD de remercier le professeur Thiam et le professeur Tran pour leur participation et la brillante présentation qu'ils nous ont faite. Donc qui est très riche en enseignements et en données, et c'est vraiment pour cela justement que nous avons mis en place ce cadre d'échange là. Donc merci beaucoup. Moi j'aurais juste une contribution et peut-être une question à poser. La contribution c'est par rapport à l'industrie agroalimentaire au Sénégal, parce qu'effectivement je vois que d'après la présentation de professeur Thiam,
Au Sénégal, ça correspond quand même à 50% du PIB. Donc, ce qui montre quand même le potentiel des industries agroalimentaires. Donc, pour prendre moi l'exemple de la Sonacos que je connais particulièrement, et des enjeux justement qu'il y a de ce coût du kilowattheure sur la compétitivité, ça a un impact direct sur la qualité de vie des populations et des agriculteurs en tant que tels, parce qu'on voit tous ces temps-ci, notamment avec le Premier ministre qui a fait une descente au niveau de Kaolack. Donc on voit vraiment que il y a un gros impact de l'arachide et justement du coût de l'arachide. Et l'impact qu'il y a, c'est le coût du kilowattheure dans la mesure où il y a la compétition chinoise. Souvent, les Chinois qui sont au Sénégal, ils considèrent l'arachide comme une monnaie dans la mesure où tout l'argent qu'ils arrivent à brasser ici au Sénégal et même ailleurs en Afrique, hein, le CFA n'a pas vraiment de valeur chez eux. Et donc, ils ont tendance à acheter l'arachide localement et à l'exporter. Et en fait, ils arrivent à avoir des prix, à acheter l'arachide auprès des agriculteurs à un prix 2 fois plus élevé que celui qui est fixé par l'État du Sénégal. Ce qui fait que les agriculteurs ici préfèrent vendre aux étrangers plutôt que de vendre à l'industrie nationale. Et donc ça, c'est une forme de problème parce qu'en fait, on sait que l'électricité en Chine coûte 2 à 3 fois moins cher qu'ici au Sénégal. Donc déjà, c'est un facteur de compétitivité en prenant en compte aussi le fait que justement les Chinois, quand ils viennent faire leurs opérations ici, ils viennent souvent avec des bateaux chargés qui repartent parfois vides, donc ils peuvent repartir avec des chargements. Donc tout ça, ça contribue à appliquer un coût qui est quand même important. Mais le levier que je voulais souligner, c'est qu'il y a quand même quelques années, pour ne pas dire décennies, la Sonacos que l'on connaît aujourd'hui un peu moribonde, hein, avec ces industries qui sont assez vieilles, elle produisait de l'électricité qu'elle refournissait à la Sénélec à travers justement la combustion des coques d'arachide. Donc c'est quelque chose que l'on a ici en quantité. Et donc, on doit pouvoir mettre en place il y a des chaudières qui sont là et qui permettent justement de produire de l'énergie. Donc, je pense qu'il est important dans les politiques de quand même amener ces industries-là à favoriser vraiment dans les investissements c'est l'utilisation justement de ces biocarburants-là qui finalement ont un impact direct parce que dans la mesure où on va transformer les aliments et puis on va créer justement des produits qui seront beaucoup plus accessibles. Parce que l'huile d'arachide, par exemple, qui est connue comme étant la meilleure huile de friture au monde, actuellement, elle est difficilement accessible pour le Sénégalais moyen. Et donc, ça, c'est quelque chose, je pense qu'il est important. Je pense que dans la présentation de Monsieur Thiam, effectivement, il a souligné un peu les aides qu'il peut y avoir auprès des différents organismes pour justement inciter ces entreprises-là à aller vers ce type de solution. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut réussir à vraiment vulgariser pour que, et même à imposer de par la législation, pour qu'on puisse retourner à ça. Parce que je ne comprends pas qu'il y a plusieurs décennies qu'on en était à ce niveau-là, justement d'utilisation d'énergie renouvelable, et qu'aujourd'hui qu'on est régressé. Donc, je ne sais pas maintenant, ça fera peut-être l'objet d'une autre discussion, mais voir quel mécanisme politique ou autre, ou quel type de communication il faut mettre en place pour justement inciter les entreprises à aller systématiquement vers ce type de solutions-là qui ont directement un impact sur la qualité de la vie de manière générale. Maintenant, ma question, elle porte plus sur l'exploitation du pétrole et du gaz. Moi, en fait, vu qu'on en parle beaucoup, est-ce qu'on peut s'attendre justement à une réduction significative du coût du kilowattheure de par l'exploitation justement de ces ressources naturelles-là que l'on a aujourd'hui, en sachant qu'effectivement, s'il y a une réduction du kilowattheure, ça va impacter directement sur la compétitivité de nos entreprises locales. Et donc, justement, ça peut les inciter à migrer après vers les énergies renouvelables, étant donné que les coûts d'investissement seront peut-être moindres vu que, voilà, dans l'exploitation, de toute façon, déjà, ils pourront faire des gains, des bénéfices, etc. Donc, c'est un peu ça ma question. Est-ce qu'on doit d'abord se focaliser sur justement une exploitation optimale des ressources qu'on sait à notre disposition actuellement pour avoir un impact assez rapide, assez direct, et puis après envisager à un moyen terme, plus long terme,
l'installation voilà, de solutions plus sophistiquées comme les éoliennes, comme le photovoltaïque, etc. Voilà. Et merci encore pour votre participation. Merci beaucoup, docteur Sall, pour cette intervention et pour cette question. Je ne sais pas si la question est claire pour le professeur Thiam. Oui. Merci beaucoup, docteur, pour l'opportunité que vous nous avez offert d'échanger avec la communauté scientifique sur un sujet d'actualité et qui définira plus ou moins l'avenir du Sénégal. Parce qu'aucun développement ne peut se faire sans énergie. Donc, pour revenir un peu, il faudra se dire quand même, pour les énergies renouvelables, il y a un essor comparé aux années 80, aux années 2010, parce qu'au moins pour une première, nous avons une loi et à la suite de la loi, 2 ans après, on a des décrets d'application et actuellement, on a des importations qui sont très en hausse par rapport aux produits du solaire. Maintenant, pour la question par rapport à l'utilisation et l'exploitation des ressources naturelles que nous disposons, il faudra savoir que c'est un problème qui est vraiment structurel que conjoncturel. Parce que euh, depuis la découverte du pétrole, on nous a vendu le gaz to power et autres, et jusque-là, rien n'a été mis pour pouvoir transporter d'abord ce gaz-là, pour pouvoir modifier les centrales afin de pouvoir d'utiliser ce gaz pour la production d'énergie. Donc actuellement, des travaux sont en cours pour pouvoir transporter le gaz. Un contrat a été signé pour la personne, l'entreprise qui devra réaliser le gazoduc depuis le GTA jusqu'à la centrale d'abord de Saint-Louis et pour l'amener vers Dakar. Les centrales aussi sont en train d'être mutées vers le gaz. Et l'autre aspect, même pour le pétrole, rien n'a été fait pour pouvoir étudier le type de brut que nous avons. Est-ce que ça peut être raffiné ici au Sénégal? Et si c'est raffiné, est-ce que c'est économique pour le Sénégal? Donc récemment, le ministère, je crois que vous avez suivi les différentes communications du ministère par rapport à ça. Il y a les premiers résultats et les premiers résultats montrent que après raffinage, c'est pas tellement bénéfique pour le Sénégal parce qu'on n'a pas beaucoup plus d'essence ou bien de gasoil que nous utilisons, mais on a beaucoup plus de naphtha, donc ils sont des dérivés. Donc, ce qui ralentit un peu la politique de gas to power et l'utilisation du pétrole comme prévu au Sénégal. Par contre, ce que nous avions aussi, c'est il y a pas mal d'IPP et le parc de Sénélec, ce qui fait que le coût, on ne peut pas réduire ça systématiquement, c'est au fait nous avons un coût de production qui est vraiment, vraiment, vraiment hétérogène, qui peut aller, suivant certaines centrales, jusqu'à 340 francs CFA. Et dans d'autres centrales, si je prends le cas de Scaling Power, par exemple de Kaon, où on a 25 francs de kilowatt-heure, pour d'autres, on se retrouve avec 340, ce qui fait que le coût est énorme. Mais malheureusement, ces centrales-là ne peuvent pas être arrêtées, les centrales thermiques, parce que nous n'avons pas un parc de production qui puisse assurer la demande. Si on arrête ces parcs, on risque de revivre les mêmes émeutes que juin 2011, malheureusement. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse par rapport à votre question. Voilà, merci beaucoup, professeur Thiam, pour cette intervention. J'espère que monsieur le docteur Sall est satisfait. Et nous avons également madame elle a baissé sa main, oui. Voilà, Samsung SM. Je ne sais pas si c'est une dame ou c'est un monsieur. Ils ont peur parce que, C'est une dame. bref, à cause des Là, vous avez papiers, la à parole. cause de certains trucs, à cause du... Bonjour à tout le monde. Souvent, mais moi, je pense Merci que beaucoup au LASPAT pour ce séminaire encore brillant. J'espère que vous me recevez. SM. Attendez, ils sont deux à parler. Je pense qu'il y a Mariam Dabo qui voulait prendre la parole. Sûrement que c'est pas une adolescente. Je ne sais pas si... Oui. De Samsung, c'est moi, Samsung Madame SM, Gomsorna. vous avez la parole. Ok, d'accord.
Bonsoir à tous. Alors moi c'est Madame Ngom Sornenyilan. Je suis étudiante en master de énergie renouvelable et efficacité énergétique au niveau de l'EPT. Et j'avais une réflexion qui pourrait s'apparenter à une question que je voudrais poser aux experts qui sont dans ce panel-là. Et elle se porte sur aujourd'hui. Est-ce que le modèle de transition énergétique que nous avons actuellement au Sénégal favorise-t-il réellement l'industrialisation durable ou répond-il davantage à des logiques de conformité aux agendas énergétiques et climatiques internationaux? J'aimerais réellement savoir dans quelle mesure aujourd'hui les orientations du mix énergétique sénégalais résultent vraiment d'une optimisation technico-économique basée sur nos besoins réels au niveau national. Et dans quelle mesure sont-elles contraintes par les engagements internationaux de décarbonisation? Merci. Merci beaucoup, Madame, Madame Sorena, pour votre question. Et je ne sais pas si Bon, comme ça, c'est le Sénégal. Bon, j'avoue que les questions ont de fortes doses politiques. Mais on va essayer d'apporter des éléments de réponse parce que d'après les documents que j'ai eu à exploiter et un peu la connaissance que j'ai du secteur, le mix énergétique, si vous vous rappelez, je crois en juin 2024, ou bien en août 2024, le ministère de l'Énergie était sorti pour dire que aucun pays aucun lobby ne nous imposera la voie à suivre pour notre mix énergétique. Et il a assuré en ce moment-là que nous allons utiliser notre gaz pour la production d'électricité. Et là, ça répond en partie à nos obligations internationales qui sont une décarbonation quand même de nos sources. Et là, si vous vous rappelez, au début de mes propos, j'ai eu à faire la différence entre le mix, la transition. Donc, quand nous sommes en transition, c'est pas d'aller forcément dans les énergies renouvelables, mais c'est une décarbonation. Mais cette décarbonation, donc l'utilisation de nos ressources fossiles, sera accompagnée, et forcément accompagnée par les énergies renouvelables. Parce que si vous regardez, là, actuellement, nous avons un parc éolien de 158. Ce que nous avons en installation photovoltaïque ne dépasse pas, pour l'instant, les 150, et on envisage aller à d'autres 150 mégawatts de crête. Donc, cela permet de doubler la capacité installée, connectée au réseau de notre parc de production. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il existe des modèles mathématiques, scientifiques qui permettent de pouvoir dire que si nous allons sur ce chemin-là, ça sera optimal ou pas? À ma connaissance, pour dire vrai, j'ai pas encore vu de modèle basé sur des études prospectives pour dire que d'après l'agenda de transformation et la stratégie nationale de développement, avec les 8 pôles que nous voulons mettre en place, c'est tel ou tel autre équipement qui sont censés être utilisés. Il y a tel type d'industrie avec telle capacité et par conséquent, il faudrait aller vers telle ou telle autre source selon sa disponibilité dans la localité, mais aussi selon les capacités installées. Là, j'ai pas encore vu ça et nous, en tant que chercheurs, les délais sont courts, mais nous avons quand même une mission de pouvoir guider, éclairer les décisions dans ce sens-là. Je ne sais pas si il y a des éléments de réponse par rapport à vos préoccupations. Voilà. Donc, c'est les éléments que je pourrais donner tout de suite par rapport à votre interrogation. Merci beaucoup, professeur Thiam, pour votre intervention. Et le temps est contre nous. Nous allons prendre une dernière question pour clôturer cette session. Madame Mariam Sawan, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à l'ASPAT. Merci pour ces séminaires si fructueux que vous nous offrez tout le temps. Je réponds au nom de Mariam Savané-Dabo, étudiante en master en gouvernance foncière et gestion des territoires, mais aussi en MPGA, master professionnel de juristes en affaires, option fiscalité ici à l'université Gaston Berger. Pour dire vrai, Monsieur Cham
m'a marché sur la langue pour apporter un élément de réponse par rapport à la question que je posais. Quel plan d'action proposez-vous qui soit adaptable pour l'exploitation, en fait, de ces énergies renouvelables? Et je pense qu'en fait, l'application, par exemple, de toute une politique, et de sensibilisation par rapport à la société qui sont en désinformation par rapport aux réalités existantes de ces ressources renouvelables qui existent sur les territoires sénégalaises, mais tout de même, chaque fois on entend par exemple comme information les impacts que cela peut avoir, l'intérêt que ça peut porter sur la population, mais sans jamais nous donner en fait, mais ce qui fait que tout le temps en fait cette population-là, c'est en fait quels moyens l'État est prêt à employer pour en fait en tirer les profits. Et je pense qu'avec la question de Samsung SM, vous avez bien répondu à la question. Merci beaucoup. Merci. Je remercie Madame Mariam pour cette intervention. Et comme le temps est contre nous, nous allons donner la parole à nos experts pour leur mot de fin. Donc, docteur Thiam, professeur Thiam, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et c'est à moi de remercier le LASPA pour nous avoir associés à ces travaux qui nous permettent de pouvoir partager nos réflexions avec la communauté. Et c'est quelque chose qui est motivé parce que, vu l'audience et les questions, cela montre qu'il y a une pluridisciplinarité par rapport à cette thématique-là. Et si vous avez bien suivi aussi, on parle de cadre réglementaire, on parle de cadre législatif, on parle de finances, on parle de technologie. Donc, cela veut dire que c'est pas un domaine, l'énergie n'est pas un domaine strictement réservé aux techniciens que nous sommes, mais quand même c'est un domaine très vaste où nous avons pas mal de corps de métier. Et là, ça permet de pouvoir développer quand même des synergies au niveau local pour pouvoir apporter des solutions parce que quand même il y a beaucoup de questions qui sont en suspens au Sénégal et ça sera à nous, comme nous sommes des chercheurs, nous sommes des universitaires, nous devons apporter des solutions techniques aux problèmes techniques que vivent notre société. Nous devons ensemble essayer de voir comment développer des projets pour pouvoir répondre à cela. Donc, je ne saurais terminer également sans remercier notre collègue Han, qui, c'est à partir de là, je crois, c'est le vendredi ou jeudi dernier, je l'ai informé, il a accepté de participer et de partager son expérience parce que moi, je ne suis pas spécialiste de la bioénergie. Et quand nous parlons de transition énergétique, on parle forcément de la décarbonation. Quand on parle de mix, on parle des énergies renouvelables et d'autres sources. Et il y a des questions qui sont venues dans ce cadre-là que je ne pourrais pas traiter et sa présence, son apport est appréciable par rapport à ça. Donc, merci à tous et je reste disponible aussi pour d'autres opportunités par rapport à ces sciences. Merci à tous. Merci beaucoup, professeur Thiam. Merci, merci. Et je donne la parole au professeur Khan pour son mot de fin. Merci. Bah, écoutez, avant tout, je souhaitais remercier l'APSAL et le professeur Thiam hein, de m'avoir invité sur ce temps d'échange, ce séminaire d'échange autour de cette thématique hein, qui est, comme l'a dit le professeur Thiam, extrêmement vaste. Je pense que on ne peut pas traiter voilà, de la transition numérique énergétique hein, de façon décorrélée et déconnectée, encore une fois, de la population et des usages. On atteste bien évidemment toutes les échanges qu'on a eus. Donc, pour l'avenir, mon souhait, c'est effectivement que nous abordions les nouvelles technologies du renouvelable avec la question de comment les utiliser, où les utiliser et qui vont les utiliser. Donc ces questions sociétales doivent accompagner nos réflexions plus techniques, plus technologiques. Et ainsi, effectivement, on aura réellement une transition durable.
Voilà, je crois que je vais finir sur ce mot-là et je remercie bien évidemment tous les participants hein, à ce séminaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Kam. C'est à nous de vous remercier pour le temps que vous avez consenti pour ce séminaire. Nous remercions également M. Thiam pour sa disponibilité pour cette session. Chers participants, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Et aussi, je remercie le laboratoire LASPAT pour l'organisation de ce séminaire ainsi que l'ensemble de tous les participants qui ont pris part à ce séminaire. Le LASPAT vous informera très prochainement des prochains séminaires qui tiendront probablement en février 2026. Donc, je vous remercie encore, je vous réitère encore mes remerciements et bonne suite de journée à vous. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.